Bonjour à vous les amis, bienvenue au Café Change, le podcast qui interroge l'existence. Je suis Doudosset et vous le savez, je suis là pour vous apporter des outils épanouissants. Alors aujourd'hui, nous échangeons avec Jean Cotreau, psychiatre, ancien chargé de cours à l'Université Lyon 1 et membre fondateur de l'Académie de thérapie cognitive de Philadelphie. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont le dernier en date qui s'appelle Sortir des émotions négatives chez Odile Jacob. Vous pouvez voir ça ici, voici la couverture. Dans ce livre, il a le mérite de proposer un programme d'autogestion des émotions négatives pour sortir de la toxicité émotionnelle et aider chacun à établir de nouveaux ancrages sécurisants pour mieux vivre. C'est pour ça que je vous le conseille. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter si des choses résonnent en vous. Je vous dis à tout de suite et bienvenue au Café Change. C'est parti. Alors moi, j'ai eu accès à votre livre. En fait, c'est très simple, l'histoire. Je me promenais à France Loisirs, parce que j'aime bien lire ou feuilleter. Et je suis tombé sur votre livre, Les émotions négatives, traiter particulièrement les émotions négatives. Et je me Oui, suis dit, c'est courageux parce que habituellement, les gens ils vont plus acheter des livres avec des appellations positives. Et résultat, et j'avais bien aimé ce côté-là où vous passiez par la problématique et que vous la mettiez vraiment au centre de votre livre. Donc, j'ai commencé à le consulter et je me suis dit que c'était vraiment pas mal et que ça me plairait bien d'échanger avec vous en direct. Et nous voilà donc. ok, volontiers. Alors, Alors, qu'est-ce qui Jean vous Caude, intéresse? c'est tout simplement d'en savoir un peu plus sur ces émotions négatives-là. Comme vous le dites bien au départ de votre livre, le terme même émotion a une définition, mais je la trouve quand même incomplète. Et j'ai bien aimé en fait comment vous l'attaquiez. Donc, est-ce que vous pouvez me définir ce que c'est pour vous une émotion? Alors, il y a deux niveaux dans l'émotion, soyons précis. Il y a le Hmm. niveau qui est le niveau qu'on peut dire biologique câblé, si vous voulez. Donc, Ok, l'émotion, au sens strict du terme, c'est une réponse très rapide qui est à la fois physiologique, euh, au niveau de la pensée, ce qu'on appelle cognitive, et au niveau des actions. Et ça dure 15 secondes, en réalité. Donc, c'est ce qu'on appelle les émotions primaires, c'est-à-dire la joie, la tristesse, la colère, le dégoût et la peur, qui sont les émotions primaires, câblées, qu'on trouve dans l'espèce humaine et chez tous les primates, et qui sont décodables immédiatement. C'est-à-dire d'accord. que ça se lit sur le visage. Donc, c'est une réponse faciale qui permet de décoder les émotions des autres à travers les primates et qui permet de prendre des décisions extrêmement rapides pour la survie. Et Donc, vous parlez des 15 secondes. Ça correspond à quoi, ces 15 secondes? 15 secondes, c'est ce qui est enregistrable de l'émotion, parce qu'on peut l'enregistrer. On peut l'enregistrer à la caméra, on peut l'enregistrer avec le rythme cardiaque, la dilatation pupillaire, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle le polygraphe ou le détecteur de mensonges qui détecte l'émotion primaire qui est activée par une situation. Donc, c'est ce qui permet, en réalité, elles ont toutes une fonction de survie. La colère, ça prépare à l'action quand ça va mal. La tristesse, ça permet de se replier quand ça va mal. La joie, ça permet l'expansion. Donc, il y a à chaque fois une fonction qui est le dégoût, permet d'éviter soit des personnes, soit des aliments. Donc, c'est quelque chose qui est câblé, qu'on retrouve dans toutes les espèces qui appartiennent au grand groupe des primates. Et donc, c'est la définition telle que l'avait définie au départ Darwin, qui était le premier chercheur à avoir fait une théorie, une modélisation des émotions, et chez des chercheurs plus récents comme Ekman, qui ont travaillé sur les émotions primaires en allant faire des études, en montrant des photos aux gens qui décodaient très rapidement les émotions à travers différentes cultures, y compris des cultures qui n'avaient pas accès au cinéma à l'époque et qui Hmm. disaient tout de suite, pratiquement avec un taux très très élevé de justesse. Et il y avait aussi une sixième notion qui était la surprise, mais elle était éliminée parce qu'elle était très proche de la peur. Donc Ah, là, on est dans le domaine primaire, câblé, pratiquement automatique et inconscient, hmm. mais qui peut être filtré et filmé. C'est-à-dire que souvent le cinéma permet de savoir ce qu'est une émotion en faisant du ralenti.
Et on a montré aussi que c'était des émotions qui étaient à travers les cultures. On a dit à un moment, bon, les Japonais, ils rient quand ils sont tristes, etc. On a refait les études. En l'absence de contrôle social, ils ont les émotions de tout le monde. Donc, on est vraiment sur une sorte de réponse universelle qui a permis d'établir le socle de la théorie des émotions. Alors, évidemment, ce n'est pas si simple que ça. Alors, si c'était aussi simple que ça, on dirait, bon, on est dans le biologique, il n'y a pas de problème. Ouais. Voilà. Bon, en réalité, il y a un deuxième niveau d'émotion. Là, c'est des travaux plus récents comme ceux de Damasio, Antonio Damasio, qui s'est préoccupé des émotions plus sociales, qui sont des émotions plus élaborées. Alors évidemment, il y a ce fond d'émotions, mais par-dessus, il y a des émotions qui sont liées à des thèmes psychologiques, ce qu'on peut appeler les émotions sentiments, qui ont une durée. Qui ont une durée. Alors là, on est sur d'autres émotions. Alors personne n'est d'accord sur la liste, mais vous avez, parce que les chercheurs sont rarement en accord. Bon, ce que je vous ai dit avant, c'est le consensus global sur les émotions primaires, tout le monde est d'accord. Ouais. Mais donc, par exemple, l'angoisse, la culpabilité, la tristesse, le deuil, la nostalgie, le regret, le remords, l'humiliation. Alors évidemment, on retrouve la colère, l'envie, le mépris, la jalousie, le ressentiment et la haine. Ce sont ces émotions-là que j'ai été un peu arbitraire moi aussi, mais comme il n'y avait pas de consensus, j'ai estimé que, en tant que clinicien, c'est ce que je rencontrais le plus souvent, vous me dites, vous vous intéressez aux émotions négatives et pas tellement aux positives, si, mais dans la vie d'un clinicien, les gens viennent vous voir parce que ça va mal. Hein. Donc, ils ont des émotions négatives. Si ça va bien, ils ne viennent pas vous voir. Alors, évidemment, il y a un balancier à établir, alors on verra ça plus tard, entre les émotions positives et ces émotions négatives principales que j'ai regroupées en deux grands thèmes, celles qui sont nuisibles pour soi, qui correspondent à une sorte d'intériorisation de l'émotion, le type là, à broder sur son émotion, à ressasser, etc., qui sont l'angoisse, culpabilité, tristesse, deuil, nostalgie, regret, remords, humiliation, et les émotions externalisées, qui sont nocives pour les autres, la colère, l'envie, le mépris, la jalousie, le ressentiment et la haine, parce que ces émotions-là aboutissent à des actions quelquefois très violentes à l'égard des autres. C'est le ressort du meurtre, des persécutions religieuses, des violences, de la guerre, etc. Donc, ce sont des émotions qu'il ne faut absolument pas négliger. Dire que tout est beau, tout est rose bonbon et que voici la recette du bonheur, c'est faire un peu de la psychologie de salon. Hein. Donc, en tant que parcours, j'ai commencé par, parce que je n'avais pas de fric quand j'étais interne, à travailler dans une prison. Hein. Donc, pendant 3 ans, j'ai travaillé. Vous verrez dans le bouquin, il y a un passage là-dessus. Bon, on voit ce qui se passe quand même. Ensuite, j'ai travaillé dans un hôpital psychiatrique pendant une bonne partie de mon internat. Et enfin, bon, j'ai réussi à trouver une place dans CHU et monter une unité de traitement de l'anxiété où j'étais confronté à d'autres émotions et à travailler dessus. Donc, la vie n'est pas rose. Donc, évidemment, c'est un point de vue qu'ont les professionnels de santé, parce qu'ils voient ce qui va mal, par définition. Ce qui va bien, il faut qu'ils le vivent dans leur vie à eux, à côté, pour pouvoir aider ceux qui vont mal. Est-ce que ça, par exemple, c'est pas une approche occidentale du soin, justement? Bah oui, mais enfin, je suis occidental. Oui, c'est vrai, bien sûr. Si vous voulez, je suis occidental, j'ai été formé en France, en partie en Angleterre, aux États-Unis. Bon, bah, je fais avec ce que j'ai. Hein. Ouais, bien sûr. Et ce qui est déjà pas mal. Enseigner ce que j'ai vécu. Hein. Donc, alors, qu'est-ce que vous verriez comme un prof non occidental? Eh bien, j'avais entendu dire que justement, dans l'approche asiatique, ils allaient voir le médecin pour ne pas être malade et que dans l'approche occidentale, on va voir le médecin une fois qu'on est malade. Ouais, c'est un peu, moi je dirais que c'est un peu une idée reçue, hein, honnêtement. Donc j'ai une collaboratrice chinoise qui avait été garde rouge. Elle avait une approche très occidentale de la médecine. Au début, elle essayait d'équilibrer avec le Qigong et l'acupuncture, mais au bout d'un moment, elle n'y croyait plus beaucoup parce que s'est aperçu que c'était plus efficace. Elle est actuellement psychiatre des hôpitaux. Donc je pense qu'il y a une convergence sur ce qui est quand même pratique. Ce qu'on peut dire dans l'approche non occidentale, il y a eu des travaux qui ont été faits en Afrique sur le Ndop, qui est une pratique d'exorcisme
euh, au Sénégal, je pense, et qui avait montré qu'il y avait une rémission assez rapide des schizophrénies parce que les gens restaient dans leur milieu, ils n'étaient pas désinsérés, envoyés dans un hôpital psychiatrique. Et l'OMS avait fait des travaux en montrant que finalement, le pronostic de la schizophrénie était peut-être meilleur en Afrique, puisqu'on tolérait plus les gens dans la communauté. Donc, il y avait une approche plus communautaire, ce qui a abouti aussi au développement de la psychiatrie communautaire en Europe, en disant, après tout, plutôt que de désinsérer les gens, mettons-les dans la communauté. Et dans ma génération, enfin, je travaillais que 5 ans comme chef de clinique en hôpital psychiatrique, l'idée, c'était dès que possible dehors, même si ça ne va pas très bien, on maintient dehors, on crée des structures intermédiaires pour soutenir les gens et surtout de revenir le moins possible dans un hôpital psychiatrique qui vous désinsère. C'est un peu une leçon qui a été prise de cette approche qui avait donné un rapport assez célèbre de l'OMS à l'époque. Ah, c'est vraiment bien, mais ça me fait aussi penser à l'insertion des prisonniers, par exemple, d'essayer de repenser. C'est un autre problème. Alors là, moi, je ne suis pas compétent. J'ai quitté cette problématique depuis bien longtemps, depuis ma jeunesse. Donc, je ne peux pas vous dire ce qu'il en est actuellement, honnêtement. Je n'ai pas de contact qui permettent de le lire. Mais la philosophie de mettre les patients psychiatriques le plus vite possible dehors avec des structures ou des consultations externes et des soutiens à domicile, c'est quand même une pratique qui s'est généralisée, qui est due à ce courant. On a appelé proprement antipsychiatrie, d'ailleurs, c'est la psychiatrie, tout simplement, et qui est de ne pas faire stagner les gens dans les hôpitaux psychiatriques. Mais juste avant ça, vous avez parlé du fait que justement, Ekman et d'autres se sont rendus compte que les émotions primaires, c'était les émotions qu'on avait tous en commun. Vous m'avez parlé de cinéma aussi, parce que justement, en fait, c'est l'ouverture à d'autres cultures, c'est pour ça? C'est-à-dire qu'une culture peut influencer ce qu'avait fait Ekman dans la lignée de Darwin, qui lui n'avait pas le cinéma, il avait que les photos et le génie qu'il avait. On peut influencer par apprentissage à partir de modèles les réponses émotionnelles, où il est convenable dans une culture de faire comme ci, comme ça, face à une situation. Donc, en revanche, si c'est vraiment très primaire, quoi qu'il arrive, la situation va provoquer la réponse primaire. Par exemple, je ne sais pas, la peur, c'est bon. Moi, mes parents, effectivement, m'ont inculqué la peur des serpents, mais c'est une réponse très primaire. La dernière fois que j'ai rencontré un serpent, mes cheveux se sont dressés sur ma tête et j'ai rapidement été chercher une bêche pour le couper en deux. Je n'ai même pas eu le temps de réfléchir. C'était vraiment les 15 secondes. Il a survécu 15 secondes à notre rencontre. C'est la réponse primaire de survie. Peu importe, on y va. Mais bon, alors évidemment, c'est très sous-cortical, sous le cortex cérébral. C'est une réponse qui passe par ce qu'on appelle l'amygdale, qui est une structure qui gère les émotions, qui est dans le cerveau, et qui est la réponse de la voie courte. La voie longue, c'est de réfléchir, de délibérer, de prendre une décision. Et ça peut être mortel. Si vous êtes en face d'un ennemi, la décision, vous avez exactement 10 secondes, même pas une demi-seconde pour prendre une décision. Donc, c'est ça que gère l'émotion primaire. Alors, l'émotion secondaire, c'est autre chose. C'est un thème qui s'organise au fil des années, qui est structuré, qui fait que vous êtes en colère, vous détestez certaines choses, vous en aimez d'autres, etc. Donc, on est à un autre niveau de l'émotion. Est-ce qu'on peut dire que l'émotion primaire passe par l'inconscient et que l'émotion secondaire passe par la pensée, plutôt? Oui, globalement, on peut dire que la réponse émotionnelle automatique est inconsciente, subconsciente, et on en prend conscience après coup, quelquefois. Quand on parle d'émotions plus secondarisées, on est déjà dans un registre qui est à la fois où il y a des émotions, c'est-à-dire physiologiques, mais il y a une élaboration consciente d'un thème qui est répétitif et que quand on a des gens en psychothérapie, on décode assez rapidement le thème qu'on appelle un schéma cognitif. Donc un schéma de fonctionnement et un schéma de pensée qui traite l'information d'une certaine manière plutôt que d'une autre. Et les schémas cognitifs donc, peuvent être influencés, par ce que l'on voit, par d'autres environnements. C'est-à-dire que si vous prenez le problème de l'inconscient d'une autre manière qu'habituellement, on peut se dire qu'il y a 3 types d'inconscient. Il y a l'inconscient biologique,
c'est-à-dire c'est l'ensemble des réponses automatiques qui n'ont pas besoin d'être réfléchies et qui peuvent être des conditionnements appris, hein, et des réponses même, qui n'ont même pas besoin d'autre chose que d'une seule rencontre. Il n'y a pas besoin d'un conditionnement répétitif. Vous avez un autre niveau qui est ce qu'on peut appeler l'inconscient environnemental, c'est-à-dire c'est la société qui vous a façonné à répondre de telle manière. Et puis vous avez l'inconscient cognitif personnel, c'est-à-dire c'est des schémas cognitifs qui se sont forgés au cours du développement, c'est-à-dire que vous avez eu des expériences qui se sont structurées dans telle situation, il faut répondre comme ça, et vous construisez un schéma progressivement qui fait que vous êtes ce que vous êtes, que vous avez telle ou telle personnalité en fonction et de l'inconscient biologique et de l'inconscient environnemental et de ce qui vous est arrivé, des événements de vie et la façon dont vous les avez vécus et métabolisés et interprétés. Et vous avez une structure cognitive stable qui est la personnalité. Et au final, la fonction des émotions, vous avez parlé de fonction de survie. Est-ce qu'elles ont toutes cette fonction-là? Parce que, par exemple, aujourd'hui, on n'est plus dans un cadre de survie lorsqu'on parle de la société moderne. Oui, c'est-à-dire que la survie se joue autrement. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on parle d'émotions secondaires, parce que les émotions primaires, elles vont être tamisées par la société, par le développement personnel, et elles vont vous permettre une adaptation plus ou moins réussie. Donc, par exemple, si on prend la haine, qui est une émotion considérée comme secondaire, il y a de la colère, il y a des éléments d'émotion primaire, il y a des actions qui sont violentes, etc. C'est une façon de s'adapter à une situation sociale où les gens, dans une dérive sociale, vont faire un repli communautaire, devenir haineux par rapport à une autre communauté, etc. C'est ce qu'on observe assez couramment aujourd'hui et qui a toujours existé à ce niveau. Hein. Et donc, c'est une forme d'adaptation à une situation sociale. On peut dire que c'est une mauvaise adaptation, mais enfin, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Si vous avez d'autres émotions comme l'envie, c'est pareil, hein, des gens qui peuvent être envieux. Il y a deux types d'envie, hein, c'est-à-dire qu'il y a une envie qui est assez adaptative en réalité. C'est ce que Johnny Hallyday appelle l'envie d'avoir envie. Ouais. C'est-à-dire le désir. Bon, moi, j'ai envie d'être aussi grand que Johnny Hallyday, de réussir, j'ai envie d'être médecin, pape, curé ou je ne sais pas quoi. C'est une façon de dire, moi aussi, je peux. Hein. Yes, I can. Ça, c'est l'envie positive. Mais vous avez l'envie destructrice qui a été repérée il y a très longtemps. D'ailleurs, ça a été repéré par les pères de l'Église, saint Thomas d'Aquin, qui avait écrit beaucoup sur l'envie, qui avait dit, c'est le désir de détruire l'autre. À ce moment-là, c'est inacceptable, c'est un péché. Hein, donc, à ce moment-là. Alors, donc, dans le livre, il y a une échelle qui permet de distinguer l'envie banale de l'envie destructrice. Donc, vous pouvez prendre n'importe quelle émotion, vous avez les deux revers de la médaille, hein, à peu près partout. Hein. C'est vrai, par exemple, si jamais on parle de la joie. La joie, ça peut être tellement excessif que ça va entraîner des catastrophes. Quelqu'un qui est vraiment très euphorique, très grandiose, etc., il va peut-être lui arriver des bricoles. Hein. Donc le problème, c'est la modulation de l'émotion, surtout dans un contexte social. Aussi, on peut se laisser aller complètement à la joie pendant toute une soirée, mener la grande vie pendant 15 jours ou 3 semaines, c'est pas forcément très grave, mais quelqu'un qui serait dans l'euphorie permanente, il finirait par ne pas se rendre compte des obstacles. C'est ce qu'on trouve dans certaines troubles comme le trouble bipolaire. Les gens sont tellement grandioses qu'ils prennent l'autoroute à l'envers en disant il n'y a pas de problème. Hein. Donc l'extrémité des émotions est dangereuse. Que ce soit aussi la tristesse ou c'est l'inverse, les gens risquent de se suicider tout simplement. Hein. Ouais, c'est clair. Vous avez parlé que ce qui importait vraiment, c'était la modulation de ces émotions. Est-ce que c'est là que vous utilisez le modèle païen, c'est ça? P-A-E-N? Le PAEN, donc c'est le programme d'autogestion des émotions négatives. Là, il est essentiellement sur les émotions négatives. C'est ce qu'on voit. C'est pour ça que les gens viennent voir les psys, ou c'est ce qu'ils ont besoin quand ils lisent des bouquins de psy, plus que de leur dire la vie est belle, youpi.
Donc, en réalité, c'est un programme qui reprend tous les éléments qui sont ceux des thérapies cognitives et comportementales, et qui ont été validés un par un sur une cinquantaine d'années. Donc l'idée de se distancier d'abord des émotions, apprendre dans ce que j'appelais la technique du belvédère, c'est-à-dire regarder la vie non pas dans ce qu'elle est actuellement en bloquant la nuque et en disant « vous voyez rien du tout », mais en regardant à droite et à gauche le passé et à droite le futur, et ce point où on est actuellement, où ça va mal, qu'est-ce qu'il est par rapport au reste. C'est une technique donc de distanciation et d'essayer de modifier. À ce moment-là, il y a des fiches pour essayer de modifier les pensées négatives. Il y a un autre point qui est la relaxation, qui est l'utilisation de techniques dites vagales pour bloquer les attaques de panique. C'est un problème très très intense qui est donc une technique vagale de gonflement du ventre pendant 5 secondes qui permet de bloquer par un réflexe qui joue sur le sinus carotidien et sur le rythme cardiaque, qui permet de bloquer, de calmer la respiration et le cœur, et de reprendre contrôle sur le truc panique. Vous avez ensuite la méditation de pleine conscience. Donc, il y a des exemples, un exemple essentiel. Si vous voulez travailler la méditation à fond, vous avez le bouquin qui a été fait par Kabat-Zinn avec un CD de Bernard Giraudot qui guide les techniques de méditation. Il est remarquablement bien fait. Je l'ai utilisé pour moi-même et mes étudiants pendant une quinzaine d'années. Ça marche très, très bien. Je trouve que c'est le meilleur. Donc, ce qui est en vente, c'est le meilleur, c'est le moins cher. Vous avez le CD, vous pouvez le recopier, etc. Donc, ça permet d'avancer. Vous avez donc la restructuration cognitive qui est face à une émotion négative, d'examiner la pensée qui est attachée. Par exemple, je ne vaux rien, ma vie est foutue, je n'y arriverai pas parce que j'ai peur, etc. Et de la discuter. Donc, la remettre en question. La remettre en question. Donc, il y a une technique où il y a plusieurs colonnes pour permettre de discuter la pensée et de dégager les actions qui permettraient de sortir d'un cercle vicieux qui est en général un cercle vicieux d'inhibition. Les gens sont inhibés parce qu'ils ont une émotion négative, la tristesse par exemple, ou l'anxiété, la peur, la haine, même quelquefois ça peut bloquer les gens, si les gens ont haine, etc. Et de la restructurer, donc ça s'appelle la restructuration cognitive. On restructure les pensées qui sont attachées aux émotions. Ensuite, vous avez le développement de l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, ce n'est pas d'engueuler les autres, c'est d'être capable de défendre ses droits. Alors, normalement, ça se fait en groupe, mais on peut le faire en imagination, des techniques en imagination que je propose. On se projette, c'est-à-dire s'imaginer la situation sous relaxation et imaginer qu'on fait face à la situation. Ok. Prévisualiser. Une répétition en imagination jusqu'à ce qu'on fasse chuter l'anxiété sur une échelle qui va de 8 à 0, disons, de pouvoir l'aborder en imagination et ensuite voir les étapes qui permettraient de l'aborder progressivement. Alors pour faire seul, c'est peut-être difficile, mais je le propose dans le bouquin. Mais après, si les gens n'y arrivent pas, il faut toujours aller voir un thérapeute. La résolution de problèmes en 7 points, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire quel est le problème et examiner les solutions de manière un peu dépassionnée, sans se censurer, choisir une ou plusieurs solutions ou une solution complexe, examiner ses implications à court, moyen et long terme, c'est la mettre en place et examiner le résultat. Et si le résultat n'est pas satisfaisant, revenir à l'origine, reformuler le problème. Alors, ça a l'air tout bête, mais ça a été modélisé par un prix Nobel d'économie. Maintenant, la prise de décision humaine, c'est ça. C'est comment amener une prise de décision qui permet de sortir du cercle émotionnel. On dit soit on fait rien, soit on rentre dedans. Donc, c'est secondarisé, c'est élaboré. Donc, ça fait travailler le cortex préfrontal plutôt que l'amygdale. Donc, c'est une technique qui est tout à fait efficace, mais qui prend du temps. Ça ne va pas se faire en 5 minutes.
Ensuite, définir quelles sont les valeurs personnelles. Alors, les valeurs personnelles, extrêmement variables. Elles peuvent être inculquées, elles peuvent aussi être définies, elles peuvent être auto. Donc, qu'est-ce qui a de la valeur pour vous dans la vie, hein? Ouais. Donc, c'est finalement une philosophie du choix. Quel est le bon choix dans la vie, hein? Ça arrive. Hein. Par exemple, j'ai vu un médecin qui avait été agressé, finalement a décidé que bon, elle arrêtait tout et qu'elle allait ouvrir des chambres d'hôtes dans le milieu de la France. Hein. C'est comme ça qu'elle serait sortie. On avait marre d'être agressé. Donc, elle aurait pu aussi faire la thérapie et retourner au combat, etc. Et dans une banlieue qui était très, très difficile, où j'ai vu aussi un convoyeur de fonds qui avait un stress post-traumatique. À partir du moment où il a renoncé à être convoyeur de fonds, il avait été attaqué une fois, bon, ça va mieux. Quel était son choix dans la vie? Après tout, rien ne l'obligeait à faire ce choix-là. Il y en a d'autres pour qui le choix, c'est de repartir en avant et de revenir au combat. Donc, tout dépend des valeurs individuelles et personnelles. Donc, il faut aider les patients à les mettre à jour, qu'ils les mettent à jour à travers la grille que je propose dans le livre. Hein. Et en fait, un des éléments importants est aussi la capacité de s'exposer aux émotions négatives. Ah, c'est quoi ça? Par exemple, vous avez les phobies, les obsessions, c'est des gens qui évitent les situations. Chaque fois qu'il y a une composante importante d'évitement, tout ce qu'on met en place dans les 7 premières parties de PAN, c'est pour conduire à affronter l'émotion négative et à s'en débarrasser et d'apprendre à la gérer. Une gestion émotionnelle. Mais c'est pas l'évitement, c'est souvent ce que font les personnes que nous voyons, parce qu'en général, elles sont anxieuses et déprimées, puisque c'est le principal lot des problèmes, hein, en santé publique, c'est ça. Hein. Par exemple, le Covid, on sait maintenant qu'il y a une augmentation de plus de 25% des gens anxieux et déprimés. Et donc, c'est le lot de ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Après, il y a les gens qui sont actifs, violents, etc. Mais c'est plutôt ça qu'on voit en maximum. En général, il y a toujours une très profonde inhibition. Les gens sont incapables de prendre une décision, une action, et ils se replient. Ils se replient, aggrave le problème. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de se remettre dans l'action très progressivement, très graduellement, pour pouvoir y arriver, faire des étapes successives où on obtient des gains, où on a un sentiment positif de reprise de contrôle sur la réalité, sur le monde extérieur. Donc voilà, c'est ça, PAN, c'est essentiellement ça. Et c'est les composantes qu'on a isolées progressivement en thérapie cognitive et comportementale qui marchent à peu près à tous les coups. Et à côté, il y a dans le livre, vous avez aussi un chapitre entier de psychologie positive, comment développer la pensée positive. D'accord. Dire soyez heureux, etc., la vie est belle, ça ne marche pas. Il faut apprendre à développer la pensée positive par des exercices appropriés qui sont développés à la fin du bouquin. Mais vous parlez sur la fin du PEN, vous avez parlé de comment surmonter donc justement une émotion négative, et donc c'est en passant à l'action. Il faut d'abord, avant de passer à l'action, il faut d'abord réfléchir. Hein. Donc toute la première partie, c'est réfléchissez bien avant de passer à l'action. C'est en 8 que vous pourrez passer à une action valable parce que vous aurez bien élaboré le problème. Ah d'accord, on essaie d'abord de cerner le problème. Oui. Mais en fait, c'est le problème qui est à la source de l'émotion, c'est ça? Oui. OK. Et à partir de là, après, on essaye de passer à une action qui nous serait plus favorable, finalement. Oui, exactement. Okay. Mais il ne faut pas court-circuiter l'étape de la réflexion. C'est pas toujours être dans l'action, voilà, on se dit, ah ben non. Oui, parce que vous avez l'action violente. Mettons que quelqu'un vous fasse une queue de poisson. Si vous êtes tout de suite dans l'action violente, ça peut mal se terminer pour vous ou pour l'autre. Hein, donc, pour les deux. Si vous réfléchissez 2 secondes que c'est un moment dans votre vie et que ça n'a peut-être pas une grosse importance et que vous vous dites quelles sont les conséquences de poursuivre ce type de lui refaire une queue de poisson et de lui casser la figure, je vous en parle parce que ça fait m'arriver. Bon. Et donc, c'est vrai? Oui, un type à qui j'avais fait quelque chose qui ne lui plaisait pas, il m'a poursuivi. Donc, bon, j'aurais pu descendre de ma voiture et sortir dehors.
et n'en faire qu'une bouchée, mais j'ai préféré le calfeutrer et attendre que ça se calme. Et je l'ai regardé dans les yeux jusqu'à ce que ça se calme. Puis à un moment, il a pris la décision d'arrêter. Mais sur le moment, pour un problème tout à fait, je dirais, mineur, il était prêt à engager un conflit avec quelqu'un. Je ne sais pas s'il s'est bien rendu compte de qui j'étais, mais je pense qu'il aurait pris une belle raclée. Mais c'était pas raisonnable, c'était complètement déraisonnable. Hein. Comme j'ai fait des sports de combat longtemps dans ma jeunesse, en 4 ou 5 ans, j'ai fait du judo. Ah, d'accord. J'avais pas tellement peur. Mais c'était déraisonnable de descendre et de filer une correction. Donc on était dans un truc où il fallait surtout désescalader. C'est pour ça qu'il faut avoir une prise de décision relativement rapide. Et bon, si on prend des choses à plus long terme, Oui. à plus long terme, si vous êtes largué par une fille, bon, immédiatement, il y a des gens qui se relancent tout de suite dans des. Il vaut mieux réfléchir, prendre du temps, et voir quelle est la meilleure solution, regarder autour de vous, voir ce qui est possible, etc., que de se relancer tout de suite dans la reconquête parce qu'on est sur un sentiment d'abandon, de tristesse, de nostalgie et que ça ne va pas. Et donc, peut-être il y a beaucoup de choses qui se passent dans les systèmes type mythiques, j'ai vu ça chez certains de mes patients, qui sont pires que la solitude, quelquefois. Mais justement, c'est quand que l'on se rend compte qu'une émotion, elle est destructrice pour soi? Alors, on s'en rend compte par l'altération émotionnelle constante, c'est-à-dire, et puis les gens le perçoivent, par des sentiments d'anxiété, de troubles, le fait d'être mal concentré souvent, le fait d'avoir une perte de productivité, le fait que les choses marchent moins bien, on ne sait pas pourquoi. Donc, ça peut être des choses assez subtiles, hein, ça peut être des choses plus grossières. Et pour un certain nombre de troubles, comme la colère, c'est que les gens développent quelquefois une hypertension et des troubles cardiovasculaires comme l'infarctus, un trouble coronarien. Donc, il y a des phénomènes constants d'anxiété, de mal-être. Donc, ça veut dire qu'on est dans une émotion négative. Ou la multiplication des conflits sans raison. Donc, les gens sont colériques, haineux, jaloux. La jalousie dans un couple, ça peut prendre des proportions très, très rapides, hein, et même entraîner la rupture d'un couple carrément. Hein. Mais qu'est-ce qu'on fait une fois que, par exemple, souvent, parce que là, en fait, on parle d'émotion, mais par exemple, par rapport à la jalousie, on peut directement parler d'un état. On peut dire, oui, ça peut faire partie d'un trait de notre personnalité. On peut très bien se dire, je suis une personne jalouse, par exemple. Et comment on fait, justement, lorsque ça fait partie de notre état, pour réussir à contrecarrer Ouais, mais alors être une personne jalouse, il y a des degrés dans la jalousie. Il y a la jalousie qui met un peu de piment dans la vie, pas non plus mésestimé. Quelqu'un qui n'est pas jaloux du tout, c'est un peu inquiétant quelquefois. Mais il y a la jalousie pathologique, c'est-à-dire la personne qui est toujours interprétée, à surinterpréter, à demander des comptes, à surveiller, à lancer des filatures, etc. Donc c'est un sentiment extrêmement construit psychologiquement. Donc vous avez des très belles études dans la littérature de la jalousie. Vous avez la Constance de Salm qui a écrit 24 heures de la vie d'une femme sensible, qui raconte l'histoire d'une jalousie d'une femme vis-à-vis de son futur. Et au bout de 24 heures, elle s'aperçoit que c'est elle qui a tout inventé, qu'au contraire, le futur est en train d'organiser leur vie. Donc, c'est très habilement fait. Et vous avez Un amour de Swann de Marcel Proust, qui écrit la jalousie de Swann pour une femme qui d'ailleurs le trompe par ailleurs, mais qui décrit tout le processus mental de la jalousie. Il n'a pas forcément tort d'être jaloux, mais il en rajoute. Et plus il est jaloux, plus elle lui échappe. Donc très fine description en 200 pages. Je conseille de lire, c'est très intéressant. C'est la meilleure entrée dans Marcel Proust. Ça permet de comprendre que les gens se torturent moralement. Alors pourquoi il y a peut-être aussi un sentiment
peut dire, d'incompétence. Et d'autre part, il y a une psychologie de la dépendance. Quelqu'un qui est indépendant a moins de chances de perdre quelqu'un qu'il aime. Parce que plus il va être dépendant, plus il va être jaloux, plus l'autre va jouer de ses sentiments et risque d'être pris dans quelque chose qui sera de plus en plus une sorte d'enfer. C'est ce qu'ont très bien décrit énormément de romanciers, d'ailleurs. Mais justement, si notre salut passe par notre indépendance émotionnelle, est-ce que aujourd'hui, est-ce que vous considérez qu'on est dans une société qui justement tire vers l'indépendance émotionnelle ou plutôt essaye de nous rattraper via des biais C'est-à-dire qu'on est dans une société où l'émotion a une valeur marchande. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on vous fabrique des émotions pour que vous achetiez quelque chose. On fabrique des émotions. Wow. C'est évident. Quelqu'un qui a à vendre quelque chose, il va vous fabriquer une belle pub avec des émotions positives qui vous montrent que si vous achetez telle voiture ou telle assurance, vous rejoignez le club des gens heureux. Ouais. C'est la publicité. Oui. Je ne sais pas, achetez-vous une Alfa Romeo parce que vous le valez bien. Ouais. C'est un vieux slogan qui a beaucoup marché. Donc, ça veut dire que vous joignez le club des gens riches et des gens qui ont du glamour, qui ont du style, qui ont des belles bagnoles, qui glissent dans des belles avenues vers des destinations de rêve avec des créatures de rêve ou des amants somptueux. C'est ça, la pub joue sur l'émotion positive. C'est-à-dire associer l'émotion positive à quelque chose qu'on veut vendre. C'est absolument pas nouveau. Ça a été théorisé par Edward Bernays, qui était le neveu de Freud dans les années 1920-1930. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Propaganda et il explique comment ça peut marcher pour vendre des jus de fruits et des cigarettes. Par exemple, on a vendu le tabac à Hollywood avec un nombre incroyable de séquences, je rapporte dans le livre, où vous voyez dans les films noirs de belles femmes qui séduisent des hommes en leur envoyant un jet de fumée à la figure, en disant vous n'avez qu'à siffler et j'arrive. C'est une réplique qui est dans le film Le port de l'angoisse de John Huston. Lauren Bacall envoie un jet de fumée à Humphrey Bogart en disant vous n'avez qu'à siffler. Ça ne peut pas être plus explicite. Donc on associe les deux. Et à ce moment-là, vous avez un procédé, ils utilisent la psychologie de l'apprentissage pour utiliser les émotions et vendre quelque chose. Donc, une grande partie de la société fonctionne comme ça, il faut en être parfaitement conscient. Est-ce que ça peut aussi faire partie de ce qu'on appelle le neuromarketing, par exemple, aujourd'hui? Oui, le neuromarketing aggrave encore les choses. Il y a un petit chapitre là-dessus, où on va essayer de voir les réactions des consommateurs en temps réel pour voir comment ils réagissent à une approche, un produit ou un vendeur. Par exemple, dans les enquêtes d'opinion, après une réparation, on vous demande est-ce que le vendeur a été poli, est-ce qu'il a été gentil, etc. Enfin, bon. Parce que la première qualité, c'est le mec peut être complètement incompétent, c'est de dire mais il a été poli, gentil. Oui, c'est pas si nul, hein. Donc, même s'il n'a pas réparé votre lave-vaisselle. Donc, ça fait partie de la société, c'est intrinsèque à la société, et ce n'est pas absolument nouveau. Simplement, ça s'est démultiplié avec les réseaux sociaux, la puissance des médias, etc. Mais comment est-ce qu'on fait finalement dans une société où donc on est à chaque fois interpellé au niveau émotionnel sur des choses qui ne sont pas forcément utiles, mais qui sont juste pour qu'on achète. Ensuite, maintenant, on a les réseaux. Est-ce que finalement, ça ne crée pas en nous une sorte de tourbillon émotionnel qui nous empêche d'être nous-mêmes, en fait, finalement? Est-ce que ce n'est pas des émotions qui sont fausses? C'est-à-dire que les réseaux sociaux et autres jouent sur les réactions primaires, sur les 5 émotions primaires, qui vont faire que vous allez répondre rapidement. Parce que ce qui est recherché dans le système actuel, c'est une réponse rapide et non réfléchie.
D'autre part, c'est plus facile de faire ce genre de choses quand une société est déstabilisée, quand les structures sociales sont un peu dissoutes, et même dissolues, disons le mot, dissoutes, et qui fait que les gens n'ont plus de code et de système de filtration. C'est ce qui se passe actuellement. On parle dans le livre du populisme scientifique, les gens ne réfléchissent plus. Ils s'organisent en meute pour dire ça, c'est pas bien, quel salaud, etc. Et donc, ce qui est court-circuité, c'est l'étape de la réflexion, de l'élaboration et le fonctionnement cortical un peu élaboré, la prise de distance et de temps. Autrefois, on lisait des journaux. Maintenant, on répond directement à quelqu'un qui dit quelque chose sur Internet. Ouais. Donc, c'est complètement différent. J'ai connu une époque où on attendait au kiosque le journal qui était censuré quelquefois parce que c'était la guerre d'Algérie et on cherchait l'information comme ça, en disant l'information officielle, c'est pas tout à fait ça. Bon, on réfléchissait, on avait une semaine pour réfléchir. Quelquefois, on se disait, tiens, le journal est censuré, il y a un problème. C'est de recouper. Bon, mais ça nous prenait du temps. Là, en une fraction de seconde, les gens voient un truc, paf, ils réagissent. Donc, il faut arrêter l'impulsivité du doigt, hein, la réponse impulsive. Et immédiatement, ils s'organisent en meute pour dire « Ouh là là, mais c'est épouvantable, un tel a raison, machin a tort, c'est salaud, etc. » Donc, on est dans une réponse extrêmement élémentaire. Et finalement, la modernité nous fait aller en deçà de l'homme primitif, je dirais. Qui était S'il voulait survivre, il fallait qu'il réfléchisse, hein, qu'il ne se trompe pas. Donc là, il y a la facilité de la réponse, et donc on est devant autre chose. Donc c'est ça la modernité. Je crois que les gens, la modernité. Et la modernité, les gens qui savent se servir de la modernité, ils ont été formés à une époque qui n'était pas moderne du tout. Hein, parce qu'on nous apprenait d'abord à réfléchir. Et donc actuellement, c'est ça, moi, c'est l'inquiétude que j'aurais sur le futur des émotions. C'est de dire, bon, apprenez finalement, Pardon ? Allez-y. Non, je vous en prie. Non, finalement, en fait, ils essayent de provoquer ces 15 secondes là, de réaction. Il y a le moindre truc qui arrive, et voilà. Oui. Oui, c'est comme les gens qui veulent vous faire signer un contrat à toute vitesse parce qu'ils sachent que si vous réfléchissez, vous ne signerez jamais. Ouais, c'est ça. Sous l'impulsion, en fait, finalement. L'impulsion du moment. Sur le moment. Mais en faisant ça, on peut aussi avoir des regrets, par exemple, et du remords, et vous en parlez dans votre livre. C'est quoi l'origine du regret, par exemple ? Le regret est à distinguer du remords, souvent on mélange les deux. Le regret, c'est de n'avoir pas fait quelque chose, ou de n'avoir pas compris quelque chose, alors que le remords, c'est avoir fait quelque chose qui est épouvantable et qu'on ne peut plus changer. Donc le regret, ça serait plutôt un retour dépressif et nostalgique sur soi, sur ce qu'on a vécu. Hein. C'est l'irréversible, c'est la nostalgie, c'est ce qu'on ne pourra pas forcément refaire, mais qu'on regrette, mais qui n'est pas une infraction au code. Dans le remords, il y a une infraction au code dont la personne prend conscience après et dire si j'avais su, si je n'avais pas été. Donc le remords est beaucoup plus toxique que le regret. Le regret, on en a tous, parce qu'on a tous loupé une porte ou quelqu'un ou quelque chose. Mais le remords, c'est d'avoir fait une action vraiment de très dégradante ou de bas niveau et de s'en accuser. Et donc, on est dans le domaine de la culpabilité. Et ça peut entraîner de très fortes dépressions. Donc, le regret, c'est plus un sentiment fluide de nostalgie, la nostalgie du temps qui passe, par exemple. C'est la même chose. Et dans le remords, on est peut-être plus aussi dans l'atteinte à notre système de valeurs, comme on en a parlé tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans le remords, c'est quelqu'un qui a franchi des bornes du code, quel que soit le code. Hein. Voilà. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des gens qui sont… donc, on parle d'émotions négatives. Est-ce que dans notre code, par exemple, on peut avoir une émotion négative de type de la haine, par exemple ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment émotionnellement nourris positivement par la haine, qui est une émotion qui est négative ?
Nourrit positivement la haine, c'est pas un sentiment très positif. C'est quand même, j'ai essayé d'en faire une sorte d'analyse dans le bouquin en disant finalement ça survient principalement dans des périodes troublées où émerge un leader qui prend sur lui de dire que la haine c'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire, et qui a des suiveurs. C'est ce qu'on a retrouvé dans tous les groupes haineux, hein, donc quels qu'ils soient, c'est structurel. Donc, et d'autre part, dans la haine, il y a aussi la désignation d'un bouc émissaire, d'un groupe émissaire, qui est stigmatisé et avec qui on ne veut pas vivre, puisqu'on estime que c'est quelqu'un qui est déshumanisé. Donc, dans toute haine, il y a une déshumanisation de l'adversaire. Donc, je pense que dans toutes les guerres, il y a une déshumanisation de l'adversaire. On dit, bon, ils sont à peine humains, etc., que ça soit d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est ça l'essentiel de la haine. Parce que la haine, c'est un sentiment qui a de la durée. Ce n'est pas quelque chose qui s'extériorise sous la forme d'une explosion de colère. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la colère, c'est une colère stabilisée, avec une bonne organisation théorique qui est insufflée par le leader, un programme, la désignation d'un adversaire et la mise en œuvre de ce programme. Donc, le groupe haineux, c'est un classique de l'humanité, c'est pas nouveau. Hein. Il suffit de reliser Machiavel et la Florence de la Renaissance, c'est pas mal non plus dans le genre, etc. Donc, c'est absolument pas nouveau. Et même dans l'histoire de France, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Donc, mais vous parlez, vous parlez aussi des autres émotions et vous les mettez en lien avec le populisme scientifique. C'est une nouvelle forme de haine, le populisme scientifique, qui serait assez contemporaine et qui est récente, qu'on a pu observer. Ça fait 5-6 ans que tous les observateurs en psychologie se disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est-à-dire que ça reprend le même schéma. C'est-à-dire que vous avez une période troublée, mettons la période Covid, ça se voit encore plus dans la période Covid, où les gens, on perd les repères, les gens sont angoissés, la mort rôde, on ne sait pas comment la contrôler, et apparaissent des leaders d'opinion qui disent mais moi j'ai la solution, je suis le meilleur. Mais alors, il y a toute une bande de gens qui m'empêchent d'implémenter ma solution parce qu'ils conspirent contre moi, contre le peuple, etc. Et les suiveurs, avec les réseaux sociaux, disent mais ce type a raison, formidable, ça ne va pas, etc. Et à ce moment-là, vous avez le même mécanisme de groupe haineux qui se met à attaquer ce qu'on peut appeler l'establishment scientifique ou l'État en disant on nous cache tout, on nous dit rien, on ne nous dit pas tout, et les bons, les vrais ne sont pas reconnus, et les salauds sont au pouvoir. Donc on schématise, et à ce moment-là, on organise le populisme scientifique, dont l'expression est ce que les psychologues américains appellent la bullshit, la connerie. C'est-à-dire que les fake news, on a vu ça, bon, toute la dispute autour de l'hydroxychloroquine, que je en détail dans le bouquin, où en 15 jours, on pouvait se rendre compte qu'il n'y avait pas d'effet. Il suffisait de lire les papiers, de les lire attentivement. Et vous en parlez de ça, de comment se fait la diffusion de la connerie? Par les réseaux sociaux. Classique. Oui, parce que c'est ce qui est le plus efficace. Parce que même un journal, vous avez quand même 24 heures pour écrire un article, le type réfléchit à ce qu'il dit, merde, je vais t'imprimer, on va me taper dessus. Vous avez la télévision, le journaliste qui se fait taper dessus, on lui dit, t'es un mauvais journaliste, tu balances des fake news, il se fait virer ou il se fait contredire par la chaîne concurrente. Donc il y a un contrôle. Les réseaux sociaux, il n'y a aucun contrôle. Vous pouvez dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Si le webmaster ne vous arrête pas, vous pouvez dire n'importe quoi. Donc, la diffusion de la connerie passe forcément par les réseaux sociaux. Alors, c'est pour ça que dans le livre, j'ai fait une proposition qui peut paraître un peu fumiste ou même excentrique. C'est de dire bon, il faudrait un consistoire scientifique qui examine
les contenus scientifiques vraiment défectueux et nuisibles pour la population, parce qu'elles pourraient induire des troubles importants et qu'on taxerait la connerie, et ça permettrait d'avoir un fonds de recherche efficace pour le contrôle des conneries scientifiques nuisibles. Il ne s'agit pas de politique, il s'agit de consensus scientifique. Parce qu'on arrive entre scientifiques, vous avez parlé de Darwin, etc., un certain degré de consensus scientifique quand même. On dit, bon, les scientifiques ne sont jamais d'accord entre eux. Oui, mais ils sont d'accord sur un socle, le minimum. Et une fois qu'on fait des recherches les unes enfilées derrière les autres, on arrive au bout d'un moment à dire, bon, ben voilà, la vérité actuellement, elle est là. Sinon, on ne pourrait même pas soigner les gens. On ne pourrait même pas s'en occuper dans les hôpitaux. Bon. Alors, donc, je crois que c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il faut un moment quelque chose, ou un organisme qui dirait, bon, ben, il faut arrêter de dire des conneries. Et bon, ça peut être l'OMS, ça peut être un autre. Mais il faudrait aussi que, étant donné le modèle économique des réseaux sociaux, il y a un modèle économique dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire que les réseaux sociaux gagnent de l'argent du fait de l'audience qu'ils ont. Et pour faire de l'audience, il vaut mieux raconter des conneries que de dire des choses intelligentes. Des choses intelligentes, bon, les gens, ça ne les intéresse pas, alors que balancer une énorme connerie dans les réseaux sociaux, ça va entraîner des réfutations, des réactions, du buzz, et on dira, ah ben voilà, il fallait inviter ce type qui disait des conneries parce qu'il fait du buzz et notre modèle économique est rentable. Alors si on veut, c'est pour ça que j'ai proposé des sanctions, que les réseaux sociaux soient vertueux, il faut qu'ils payent pour toutes les conneries qu'ils diffusent. À ce moment-là, ça s'arrêtera, parce que sinon, il n'y a pas de raison. Ils gagnent de l'argent avec ça. On vous dit, vous allez gagner $1 million et vous racontez n'importe quoi et vous êtes payé pour ça. Il y a des gens qui sont payés pour ça. Vous hésiterez un moment quand même. Oui, c'est clair. Comme tout le monde. Donc, je pense que là est le problème. Le problème est essentiellement économique du populisme scientifique et diffusé par les réseaux sociaux, c'est qu'il est autofinancé par ceux qui regardent et qui, en même temps, digèrent de la pub. Et que le buzz est rentable et que la connerie, en fait. Tant qu'il sera rentable, la connerie sera rentable parce qu'il y a une règle aussi psychologique, c'est l'asymétrie de la connerie. Il faut beaucoup plus d'énergie pour réfuter une connerie que pour la diffuser. Ouais. Ça coûte cher, ça prend du temps. Et, bon, les gens peuvent renoncer à les laisser aller. Donc à ce moment-là, effectivement, ça circule dans le web, qui diffuse et qui crée des groupes à ce moment-là, qui sont des groupes communautaires qui vont propager la connerie, quelle qu'elle soit d'ailleurs. C'est politique, ça peut être n'importe quoi. Et on peut analyser le mécanisme des médias chauds actuels de cette manière-là, comme un modèle économique, comme un autre. Mais est-ce que si la connerie est rentable aussi, c'est parce que finalement, c'est nous qui décidons de la consommer, finalement. Oui. Alors est-ce que ça veut dire que notre mode de fonctionnement a besoin d'avoir ce type de stimuli émotionnels, ou est-ce que finalement on peut s'en passer et on ne le fait pas assez? À mon avis, on peut s'en passer mais s'intéresser à d'autres choses. Mais il y a toujours une fascination, c'est ce qu'on appelle aussi la science du mal, psychologique, pour ce qui ne va pas, pour ce qui peut susciter des émotions type haine, colère, etc. Dégoût. Donc on sollicite le niveau le plus élémentaire. Ça peut aussi entrer en résonance avec une diminution de l'éducation par la lecture, même par le cinéma, et plus par la télévision, les réseaux sociaux, qui est le propre de la génération actuelle. Alors que les gens plus âgés, comme je suis, on est multicanaux. C'est-à-dire on lit, on a lu, on a regardé des films, on lit des journaux, etc. On fait attention, on nous a appris à fonctionner comme ça. Mais quelqu'un qui est immergé tout de suite dans cette culture, on le dit c'est comme ça et pas autrement, il est une proie très facile à la manipulation émotionnelle, qui est faite par des gens qui réfléchissent, eux, à ce qu'ils font.
comment gagner de Ouais, bien l'argent, sûr. comment gagner du fric. Zuckerberg, il a bien réfléchi. Hein. Ils savent très, très bien ce qu'ils font, hein, en fait. Et donc, et dans ce cadre-là, alors pour vous, quel est le futur des émotions? Bah, il sera ce qu'on en fera. Moi, je dirais que dans un premier temps, si on veut vraiment les émotions s'améliorent un peu, il faut contrôler rapidement les réseaux sociaux. Il ne faut pas laisser faire n'importe quoi pour gagner de l'argent. C'est difficile, mais c'est possible. Il faut agir au niveau de l'éducation. C'est ce que le chapitre sur la psychologie positive, pour développer quand même une éducation positive, apprendre aux gens à réfléchir, à distinguer le vrai du faux. Il faut aussi rétablir l'autorité d'une certaine manière dans les écoles. Je pense que c'est allé beaucoup trop loin. À mon temps, c'était trop dans l'autre sens, mais maintenant, c'est parti vraiment vers rien du tout. Mais je crois que là aussi, c'est très important. Donc, les gens acquièrent un minimum de codes de vie en commun et aussi apprendre à lire, à compter rapidement, à réfléchir et avoir un minimum de culture scientifique, un minimum de culture scientifique. Parce que on lit sur Internet ce que disent les gens, c'est incroyable. Et de réflexion. Donc, à ce moment-là, effectivement, les émotions sont réharmonisées, la vie sociale sera peut-être un peu meilleure, mais il faut une reprise en main très, très précoce, je pense. Dès l'école, dès le jardin d'enfants, etc. Voilà. Parce que quel serait le bénéfice de la reprise de l'autorité, par exemple? Le bénéfice, ça serait pour les personnes, d'abord qu'ils feraient un meilleur apprentissage scolaire. Ayant un meilleur apprentissage scolaire, ils auraient plus de chances de réussite dans la vie quand même. Ils auraient plus de choix dans la vie. Hein. On peut très bien avoir fait une bonne scolarité et choisir d'être gangster, mais si on n'a pas le choix d'être honnête ou gangster parce qu'on n'a pas de formation, bon, le choix est Ah, très c'est restreint. l'autorité à l'école. L'autorité Oui, à l'école. à l'école et l'autorité parentale aussi. Ouais. Donc, il y a quand même des travaux que je cite dans le livre où l'éducation des parents avec des enfants qui ont des tendances antisociales, psychopathiques, eh bien, il y a une amélioration quand on éduque les parents à exercer une autorité légitime Ouais. et une diminution. Vous verrez, l'étude est citée dans le chapitre à la fin sur la psychologie positive. Donc, c'est ça qui serait bon de mettre en œuvre. Parce que ça permettrait de ce que les gens soient quand même plus satisfaits. Imaginons aujourd'hui, vous avez une personne en face de vous qui vous dit moi, je ne contrôle pas du tout mes émotions et j'aimerais en devenir le maître. Par quelle étape est-ce que je dois passer? Bon, écoutez, c'est la question qu'on m'a posée toute ma vie professionnelle. Ça dépend du problème. Ça dépend de l'émotion. Si c'est l'émotion, si c'est la tristesse, ça serait une thérapie cognitive pour la dépression. Si c'est la violence, il m'est arrivé de voir des gens qui venaient me voir parce qu'ils avaient peur d'exercer la colère et la violence. Donc, vous trouvez dans le bouquin des techniques pour gérer la colère, hein, pour prendre conscience de ce qui se passe physiquement, ensuite prendre de la distanciation, apprendre à respirer, être capable de sortir de la situation, etc. Mais j'ai eu à traiter comme ça des personnes qui venaient me voir parce qu'elles avaient peur que ça se termine mal, qu'ils finissent par tuer quelqu'un. Notamment dans le bâtiment. Je ne sais pas pourquoi dans le bâtiment, ils se querellent beaucoup. Et j'ai eu un type très sympathique qui était venu me voir, qui était assez bon en sport de combat, qui disait, mais la prochaine fois, ils arrivent sur des chantiers sans gueule. Alors, ça se règle à coups de poing, à coups de pied, etc. La prochaine fois, je vais donner quelqu'un, je vais le voir pour ça. Donc, je l'ai traité, ça a bien marché, avec des techniques en imagination, d'autocontrôle de la montée de la colère. Donc, ça peut fonctionner. Alors, mais en général, je dirais que la plupart du temps, c'est des gens qui sont anxieux ou déprimés. C'est le lot du psy moyen dans les interventions qui nous sont demandées. Il y a la colère et puis il y a l'impulsivité. Ça, c'est ce qu'on appelle les personnalités borderline, qui sont des personnalités impulsives, qui n'arrivent pas à se contrôler. Alors là, c'est des thérapies longues qui peuvent durer 1 an, 2 ans. Quelquefois des gens qui ont eu des abus précoces, qui contrôlent mal leur comportement dans tous les domaines.
Donc là, il faut revenir sur les schémas de personnalité, travailler avec. C'est un travail de longue haleine. Ah. Quel est votre avis donc sur la psychologie positive? Vous savez que c'est quand même une psychologie qui a été décriée au départ. Bah, écoutez, je ne la décrirai pas parce que j'ai écrit un des premiers livres sur le sujet. C'est vrai? Oui, 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 j'ai écrit, attendez, La force avec soi pour une psychologie positive chez Odile Jacob. Donc Ah, d'accord. non, je sais pas. C'est-à-dire que ça a été un peu trop popularisé. Donc, en fait, c'est une psychologie qui cherche à mettre en évidence les forces du caractère. Donc, c'est quelque chose qui cherche à voir ce qui est bon dans le fonctionnement humain, en disant, après tout, on s'est occupé que des émotions négatives et des comportements négatifs, occupant de ce qui est positif chez l'être humain. Et donc, on se centre. Alors, il y a une seule émotion primaire, la joie, mais il y a surtout une théorie et une évaluation des valeurs et des vertus personnelles, des forces du caractère. Donc, vous trouverez à la fin le chapitre sur les forces du caractère, donc essentiellement la sagesse, l'humanité, etc. Enfin, tout ce qui peut être développé. Et il y a des exercices à la fin du livre de psychologie positive, sur la gratitude, par exemple. La gratitude. La gratitude, c'est-à-dire être capable d'être reconnaissant, l'orientation reconnaissante, sur l'optimisme aussi, une valeur transcendante, et sur l'humanité. Donc, c'est comment développer ces valeurs positives à l'école et dans la famille. Ah. Et donc, on est plutôt sur une psychologie des valeurs et des vertus. Il ne s'agit pas de dire bon, tout va bien, youpi, c'est pas ça. C'est pour ça que je caricature. Donc, j'avais travaillé avec Christopher Peterson, qui était un des fondateurs, traduit un de ces questionnaires qui permet d'évaluer. Il y a un questionnaire en ligne sur les valeurs et les vertus qui permet d'évaluer son potentiel positif, ce sur quoi vous pouvez compter. Son profil positif. Oui, voilà. Alors, si vous le faites, ben, vous verrez. Moi, je l'avais fait au début, j'avais comme positivité, j'avais la sagesse, le courage et le sens esthétique. C'est sympa. Alors, mais tout le reste, non, c'était moins. Le courage, vous voyez, le courage. Je vous l'avais dit. Oui, mais le reste, l'humanité, bon, c'était moyen, etc. Bon. Et, donc, le conseil, c'est de bâtir sur ce qu'on a. Sur votre profil positif, vous regardez votre profil positif et vous bâtissez sur ce que vous avez. Donc, vous verrez, je pense qu'il doit. Le questionnaire que j'avais passé était en anglais, mais je pense qu'il a dû être traduit en français maintenant. Il y a un site que je donne d'ailleurs, je pense, dans le livre, qui nous permet d'avancer sur ce sujet. Ouais, je le mettrai en lien. Je le mettrai en lien sur la vidéo. Oui, ça revient en fait à analyser nos forces et à les cultiver. Exactement. Cultivez ce que vous avez plutôt que d'essayer d'aller chercher ailleurs, ce qui est discutable. Hein. J'ai toujours pensé que c'était discutable. Mais c'est ça. Hein. Donc, c'est les forces du caractère, les vertus, et développer une force essentielle, c'est l'optimisme. L'optimisme qui nous permettrait justement d'avoir une meilleure vision de ce qui va se passer, de l'avenir. Exactement. C'est-à-dire que, quels que soient les obstacles, la meilleure définition de l'optimisme, c'est Churchill qui disait que être optimiste, c'est d'aller d'échec en échec tout en conservant son enthousiasme. Il a gagné la guerre comme ça. Bon. Alors qu'il avait un trouble bipolaire, une addiction au tabac, une addiction à l'alcool. Donc, avec cette façon de faire, il a gagné la guerre. Bon, ça veut dire qu'on peut bien avoir un handicap au départ. Si on conserve la capacité d'agir et l'optimisme, bon, on s'en sort. Ouais, et puis il devait avoir sûrement d'autres forces finalement, assez importantes. Ce qui semble avoir quand même, lui, c'était la force centrale, c'était l'optimisme. C'était l'optimisme. Oui, et puis le besoin de prouver quelque chose par rapport à son père. Il était un politicien qu'il avait un peu négligé et
qui le traitait un peu comme quelqu'un de pas très intelligent, alors qu'en fait, il a beaucoup mieux réussi que lui à la fin. Alors, il a écrit d'ailleurs une nouvelle, Churchill, où son père venait le voir dans son atelier de peintre et il lui parlait avec lui, etc. Et ça semblait être quand même une de ses problématiques. Mais il s'en est bien sorti. Donc l'optimisme, c'est ça. Donc c'est principalement développer la gratitude, c'est-à-dire être capable d'avoir des relations positives avec les autres et de les remercier, et développer la force du caractère optimiste. Bon, il y en a d'autres, hein. Vous verrez à travers le bouquin qui peuvent être développés, suivant ce que vous avez. Vous pouvez aussi développer d'autres forces. Ce j'avais montré aussi dans une étude chez les psys, c'est que ce qui différenciait les hommes et les femmes, c'était l'humanité. Les femmes avaient plus d'humanité que les hommes. L'humanité, c'est quoi? C'est la préoccupation pour les autres, la compassion, la bienveillance, etc. La bienveillance était plus le fait des femmes que des hommes psy. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en avaient pas, mais c'était plus fort chez les femmes. C'était accru, ouais. Donc, c'était une conclusion. Alors, tous les psychologues m'ont dit, on le savait, c'est que vous avez besoin de faire cette étude. J'ai dit, il faut mieux faire l'étude et que ça sorte dans le bouquin. Donc, c'est sorti dans le bouquin que j'avais publié chez Odile Jacob, La force avec soi pour une psychologie positive. Eh bien, merci à vous, Jean. Merci. Ce fut très intéressant. Merci de votre écoute et puis merci pour tout et peut-être à bientôt.